Messieurs, je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Nous allons débuter. Jeunes gens, mesdames. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cyril Marchand, je suis le premier vice-président du conseil d'administration de cette université. Et c'est à ce titre que j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce troisième Café sans filtre, organisé par le Pôle Pépite pour l'entrepreneuriat, l'innovation et le transfert étudiant. Malgré le contexte, ça tenait à cœur à l'université de pouvoir continuer ses activités, rouvrir ses portes et avoir des intervenants extérieurs. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les 5 intervenants de la matinée qui vont partager leur expérience. Il est important pour nous de poursuivre les enseignements fondamentaux, les travaux pratiques, mais également avec les échanges. Nous sommes dans une jeune université qui a à cœur d'aider le pays à se développer. Et pour cela, il faut maximiser les échanges entre l'université et le monde socio-économique. Nous avons plusieurs outils à l'université pour cela, le Club Entreprise, la Fondation, le Fab Lab, mais également le Pôle Pépite. Le Pôle Pépite qui, ces dernières années, a été très dynamique, notamment grâce à Naomi cette année. On essaye de faire un maximum de choses pour que les jeunes étudiants entrepreneurs, des étudiants qui ont des idées, qui ont envie d'aller au bout, de développer des choses, soient en capacité de le faire avec le soutien de l'université. Alors ça passe par une structure, mais ça passe aussi beaucoup par du bénévolat et puis des échanges comme aujourd'hui. Donc encore une fois, merci aux intervenants. Donc le sujet du jour de ce troisième Café sans filtre de l'année, c'est l'échec pour mieux rebondir. Effectivement, l'échec, on passe tous par des phases d'échec, et j'ai envie de dire, l'échec n'est pas important. Vous connaissez sans doute le poème de Kipling, victoire, défaite, tout cela, ce ne sont que des mots. L'important, c'est effectivement le parcours. Quand vous faites quelque chose, quand vous avez une idée, vous avancez, vous travaillez, vous générez des idées. Et puis ce travail vous permet de vous structurer. Peut-être que la porte que vous souhaitiez ouvrir ne s'ouvrira pas, mais une autre porte s'ouvrira. Et sans ce travail, sans ce premier pas, sans ces petits pas que vous allez faire pour essayer de réaliser vos idées, de réaliser vos envies, ce premier pas, il est important. Et encore une fois, peu importe le résultat, l'important, effectivement, c'est de travailler. Dans ma carrière, moi j'ai une quarantaine d'années, je suis premier vice-président de l'université, j'ai toujours essayé, effectivement, de travailler. Travailler, et tout cela, à chaque fois, ça m'a permis d'ouvrir des portes. Il y a toujours des opportunités. Alors parfois, il y a des portes qui se sont refermées. Moi, pendant 15 ans, j'ai été chercheur à l'IRD. Et puis au final, il y a des choses qui n'ont pas pu se faire et j'ai décidé de quitter l'IRD. Et puis il y a une porte qui s'est ouverte à l'université. La porte, elle s'est ouverte, c'est une porte de professeur d'université. Et si elle s'est ouverte, c'est parce qu'effectivement, j'avais beaucoup travaillé. Donc une porte s'est refermée, j'ai eu un échec, mais j'ai pu faire autre chose. Si je n'avais pas avancé sur cette voie-là, si je n'avais pas travaillé, si je n'avais pas saisi ma chance, si je n'avais pas été au bout de mon envie, je n'aurais pas pu l'ouvrir. Donc encore une fois, l'échec, il est parfois salvateur, il est bénéfique, parce que qui dit échec, dit on a essayé quelque chose. Voilà. Et donc vous allez pouvoir échanger pendant 1h30 avec les différents intervenants. Et puis moi je vous retrouverai sans doute à 9h30 pour le café, pour échanger aussi avec vous. Donc pour le café, mesures sanitaires, bien sûr, je vois que vous avez tous le masque, je vous en remercie. Les seuls qui peuvent ôter le masque, ce sont les personnes qui parleront au micro, et on pourra effectivement, il doit y avoir du gel un peu à gauche à droite. Je vous demanderai de respecter les distances, un siège sur 2. Et puis pour le café, il faudra attendre que la personne vous serve, c'est bien ça? Voilà, on ne se sert pas tout seul, comme ça réduit les échanges. Donc encore une fois, merci aux intervenants, ravi d'avoir tous les jeunes de l'UIT ici aujourd'hui et puis les jeunes du Pôle Pépite. Je vais maintenant laisser la parole à Naomi qui va brièvement vous présenter la matinée. Et puis ensuite, nous aurons la chance d'avoir un jeune du Pôle Pépite, je crois, qui va présenter le pôle. Voilà. Très bien, c'est ce monsieur-là. Donc bonne matinée à tous. Merci d'être présents. Je vous souhaite de bons échanges. Travaillez bien et à très vite. Oui, donc bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Je suis ravie d'avoir une classe de l'IUT aujourd'hui. Et merci à nos intervenants qui ont fait l'effort de se déplacer parfois de loin pour parler de leur expérience et de leur parcours. Aujourd'hui, c'est donc Dimitri qui est étudiant entrepreneur dans la promotion qui va présenter.
C'est pas un exercice facile, donc je vais vous demander d'être gentil avec lui et participatif. On peut l'applaudir. Donc une petite présentation sur la promotion Pépite de cette année, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, ce qu'on fait à Pépite. Et après, donc, il nous parlera un peu du sujet d'aujourd'hui, donc l'échec pour mieux rebondir, et il laissera ensuite la parole à une table ronde avec nos intervenants invités qui pourront répondre à vos questions et vous présenter leur parcours. Et oui, on finira, comme l'a dit Cyril Marchand, par un café croissant qui nous permettra de continuer l'échange de manière conviviale. Merci. Merci beaucoup Naomi et tout. Bonjour à tous, je m'appelle Dimitri, donc je suis étudiant actuellement en master MIAGE et je fais partie aussi du pôle Pépite en tant qu'entrepreneur et étudiant. Donc déjà pour commencer, est-ce que vous savez ce que c'est Pépite? Non? Ah, est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots par rapport à ça? Non? Donc en fait Pépite, c'est le pôle étudiant pour l'innovation et le transfert de l'entrepreneuriat. Donc c'est un dispositif qui vous permet de vous accompagner si vous avez un projet. Donc si vous êtes jeune porteur de projet et que ça vous intéresse, je vous conseille de venir vous rapprocher de Naomi pour avoir un peu plus d'informations. Donc Pépite, en fait, c'est très très intéressant et grâce en fait à nos membres fondateurs, mais aussi grâce à nos tuteurs, nos tutrices, académiques et professionnels ici présents et nos partenaires, sans les oublier, présents sur ce tableau, c'est grâce à eux en fait que Pépite existe. Grâce à eux que le Café Sans Filtre puisse fonctionner, puisse interagir et créer des ateliers. Donc voilà, merci. Donc juste pour continuer en fait sur l'aspect de Pépite, j'aimerais quand même demander aux membres de Pépite de cette année de bien vouloir se présenter, de présenter leur projet pour qu'on ait une petite expérience en fait de leurs travaux au sein de Pépite cette année. Donc je vais passer la parole. Bonjour, je me présente Clarisse Zoé-Perret, donc j'ai un projet d'auberge de jeunesse à l'île des Pins. Ce projet-là, je l'ai depuis longtemps. Moi, j'ai qu'un baccalauréat. Après un baccalauréat, je rentre dans le parcours professionnel où j'ai 15 ans d'expérience. Et ensuite, j'ai toujours ce projet en tête. Donc, j'ai intégré Pépite dans le but de développer, de monter un dossier pour pouvoir développer ce projet-là. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Fen. Donc, après mon BTS Management Hôtellerie-Restauration, j'ai décidé d'ouvrir un food truck spécialisé dans la street food. La plupart du temps, on a l'habitude de se dire que dans l'esprit que la street food, c'est de la malbouffe. Et moi, j'aimerais changer cet esprit. Voilà, merci. Alors bonjour à tous, vous m'entendez? Alors je m'appelle Junie Rochena, je suis étudiante en licence géographie et aménagement à l'université. Je fais partie de la promo Pépite. Donc moi, mon projet porte sur la production bio et la commercialisation d'éponges végétales issues de la plante qui se nomme la louffa. Et donc mon projet va se développer en terre coutumière sur l'Ifou. Et donc voilà, je vous invite, si vous avez des projets au stade d'idées ou autres, à vous rapprocher du pôle Pépite. C'est vraiment génial, une belle expérience. Bonjour, moi je m'appelle Fanny Allenbach, je suis comptable de métier. Et parce que Pépite n'est pas ouvert qu'aux étudiants, les porteurs de projets même salariés, pas salariés d'ailleurs, peuvent s'inscrire. Donc je suis comptable et passionnée de pâtisserie depuis toujours. Et en fait, j'ai essayé une phase de reconversion professionnelle. Et pendant cette phase, j'ai recherché un laboratoire de cuisine qu'on pouvait louer juste pour un petit créneau, en fait, c'est-à-dire une journée, une demi-journée. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Donc, mon projet aujourd'hui, parce que je pense qu'en mutualisant les moyens, on peut accélérer la réussite, je voudrais créer un laboratoire de cuisine partagée. Voilà. Merci.
Bonjour à tous, moi je m'appelle Louis Boud, j'ai réalisé un master en biologie et mon projet c'est une boîte magique pour multiplier les arbres. Donc voilà, si vous voulez avoir des fruits rapidement, c'est grâce à cette petite boîte magique. Voilà, je vous remercie, bonne journée. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Damien Richard et avec mes deux collègues qui sont tout à l'arrière là-bas, on est en train de monter une application décentralisée, donc c'est sur le même principe que les crypto-monnaies et on essaye d'allier donc la littérature et les jeux de société. Et du coup, bonjour, moi c'est Dimitri et je fais aussi partie du sein de Pépite et mon projet c'est de créer une application web à partir de tout. Pourquoi ? Parce qu'on vise un peu toutes les marges, que ce soit la géolocalisation ou autre, et en fait notre but ce serait de recenser les promotions en Nouvelle-Calédonie dans une seule application, donc dans une application mobile. Donc comme vous pouvez le constater, Pépite en fait c'est divers projets variés, diverses personnes aussi, que ce soit des étudiants ou autres, des patentés ou des salariés, pour éviter de... Donc en fait, la promotion Pépite, comme vous l'avez constaté, c'est du web, c'est de l'art, des loisirs, c'est de l'environnement ou autre. Donc maintenant qu'on a découvert un petit peu Pépite, je vous propose en fait de rentrer dans le vif du sujet, donc rentrer dans ce qu'on peut appeler l'échec et pour mieux rebondir. Donc en fait, déjà, avant d'être envisagé comme un tremplin formidable, un échec peut être s'avérer difficile à encaisser. Donc ça entraîne souvent des motivations ou perte de confiance en soi ou autre sabotage. Donc je pense que tout le monde a déjà encaissé un échec dans sa vie, que ce soit au sein de ses études ou autre. Mais en fait, ça ne veut pas dire que dans une start-up que c'est voué à l'échec d'avance. Donc en gros, moi ce que je vous conseille, c'est de continuer d'avancer et de prendre ça comme une expérience. Donc en fait, lors de toutes ces choses-là, on peut commettre quelques petites erreurs quand on crée un projet. On peut par exemple utiliser des fiches de financement qui sont irréalisables ou autres, ou même avoir des membres dans notre équipe qui ne sont pas forcément en entente avec nos idées. Et c'est de ce fait, en fait qu'un entrepreneur en fait, il peut mieux envisager les échecs suivants grâce à certaines expériences. Donc lorsqu'un entrepreneur fait face aux conséquences de ses erreurs, il lui faudra tenir compte du fait que ces revers constituent une partie essentielle du processus de l'entrepreneurial. Alors moi j'ai une petite question pour vous, qu'est-ce qui se cache derrière votre peur d'échouer ? Donc ce serait cool qu'on fasse une petite interaction, donc est-ce que quelqu'un voudrait nous donner son ressenti par rapport à la peur d'échouer ? Oui ? Oui, bien sûr. On va pouvoir le marquer au tableau, donc on fera un petit constat à la fin, ça pourrait être cool. Alors moi, ma peur d'échouer, je dirais que ce qui me fait, entre guillemets, pas envie de commencer même, c'est le fait que je me dis que je ne suis pas forcément à la hauteur de la tâche. Et cet échec confirmerait bien mon idée, le fait que je ne suis vraiment pas à la hauteur et que ce job ou ce travail n'est pas fait pour moi, et peut-être me rediriger à autre chose. Donc cet échec me confirmerait dans cette idée. Merci. Une autre personne ? Les étudiants, n'oubliez pas, vous pouvez participer. Oui ? Je suis désolé, j'entends pas très bien. Donc je disais que parfois on peut se sentir illégitime par rapport à notre âge ou par rapport au fait qu'on n'a pas forcément de diplôme dans le milieu dans lequel on veut se lancer ou qu'on ne connaît pas tout sur tous les domaines d'une société par exemple. Voilà. Donc pour diverses raisons, on peut se sentir parfois un peu illégitime. Ok, merci. Une autre personne ? Peut-être un intervenant de la table ronde pour commencer ? Allez. Donc moi c'est Loïc. Loïc, enchanté, cofondateur du site La Maison du Bambou. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière votre peur d'échouer ? Je pense que premièrement c'est la confiance en soi. Parce que la peur de la légitimité, elle arrive du fait qu'on n'ait pas confiance en soi, confiance en ses compétences. Et ça, c'est ce qui peut freiner au lancement et à la création d'une entreprise. Voilà, mon point de vue là-dessus. Merci.
Donc, du coup, pour passer un petit peu à la suite, on remarque quand même que l'échec, par rapport à différentes personnes, est différente. Donc, elle peut être perçue d'une manière ou d'une manière différente. Et le plus souvent, on peut la retrouver, que ce soit dans cette peur ou cette peur d'avancer, ces obstacles, ce manque de connaissances. Mais on peut aussi la retrouver le plus souvent dans le regard des autres. C'est ce qui peut se faire ressentir en cas d'échec. Donc, je vous présente une petite citation du vice-président de l'innovation de la communication chez Amazon. Donc, la clé de l'innovation, c'est l'expérimentation. Et pour expérimenter, vous devez échouer. Donc, par rapport à cette citation, moi, ce que j'en conclus, c'est que pour justement réussir ou gagner en expérience, il faut échouer. Donc, dans un projet entrepreneuriat, vous avez quand même 3 étapes, que ce soit le contexte, les ressources ou la motivation. Donc, le contexte, c'est l'environnement dans lequel vous allez développer votre projet. Les ressources, et les moyens et les compétences à disposition pour mener à bien votre projet. Et la motivation, bien sûr, c'est l'implication que vous allez mettre dans votre projet. Donc, en fait, même si vous avez beaucoup de motivation, ce n'est pas forcément l'étape qui va vous donner le plus en fait, à la réalisation de votre projet. Il faut bien aussi contexter un petit peu votre projet autour de votre entreprise, les ressources présentes, c'est ce qui va en fait vous mener un petit peu des obstacles. Par exemple, est-ce que vous avez les ressources nécessaires afin de mener à bien votre projet? Est-ce que le contexte actuel est propice en fait à votre sujet? Par exemple, le Covid, la plupart, que ce soit pour l'immobilier ou même tout ce qui est restauration, c'était un petit peu compliqué ces dernières années ou ces derniers temps. Donc, il faut vraiment bien prendre en compte que ces 3 contextes sont très importants et que vous, forcément dans un des trois points à citer et vus au tableau, vous allez sûrement rencontrer un échec. Donc, pour surmonter la peur de l'échec, donc il ne faut pas confondre avoir et être. Pourquoi? Parce que imaginez un truc tout bête, je n'ai pas eu mon diplôme donc je suis nul. On est tous passés par là, bon, pas forcément pour le diplôme mais pour d'autres exemples en cas particulier. Mais vous valez sûrement beaucoup mieux que cet échec. Donc en gros, dans notre système français, en fait, on est habitué de l'école à l'entreprise, si vous voulez, de confondre l'échec avec son projet, avec l'échec de sa personne. Donc d'après Charles Pépin, il y a quand même 3 conditions pour qu'un échec soit vertueux et fasse grandir. Donc pas de déni, donc il faut le reconnaître. Ne pas s'identifier à son échec, donc il faut savoir distinguer la personne à son projet. Et il faut prendre le temps de s'arrêter sur ce projet pour se questionner en fait sur l'échec. Donc, est-ce que j'étais dans la bonne voie? Est-ce que j'ai eu assez de ressources en fait pour mener à bien ce projet? Mais surtout, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à se remettre en question pour pouvoir passer à autre chose et surtout avancer dans son échec. Donc, il y a quand même aussi 3 points importants qui restent pour surmonter sa peur dans l'échec, donc rester à l'écoute des opportunités. Donc c'est vraiment important de créer son réseau, surtout pour avoir un retour d'expérience, des critiques et autres, ce qui peut être très intéressant. Analyser ses erreurs, donc voir l'échec. Pourquoi? Parce qu'un échec, c'est aussi, d'après nos confrères anglo-saxons, c'est aussi une expérience. Donc on vous conseillera d'échouer afin de mener à bien votre projet pour justement gagner en expérience. Il ne faut pas oublier que le succès vient de bonnes décisions, mais que des bonnes décisions viennent aussi de l'expérience et que l'expérience vient de mauvaises décisions. Donc c'est cité juste là, je l'ai traduit, oui je sais. Mon anglais est parfait. Je voulais juste pas vous perturber avec mon accent. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est ouvrir son esprit et lâcher prise. Donc on vous conseillera surtout de relativiser, de ne pas vous prendre la tête, mais surtout de continuer d'avancer. Donc voici quelques exemples. Je vous invite à jouer avec moi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de découvrir déjà le nom ou le prénom des personnes situées sur ce tableau en commençant par la gauche. Est-ce que vous avez une idée de la première personne sur le tableau en haut à gauche? Donc il y a un petit indice, si vous le voyez d'ici, c'est marqué sur sa casquette. Ça se voit pas très bien, mais il y a marqué Honda. Donc en fait, c'est monsieur Soichiro Honda, le fondateur de Honda Motors Company. Ensuite, sur la deuxième, est-ce que vous avez une idée? Oprah Winfrey, oui, donc c'est une animatrice et productrice de télévision. Sur le troisième, tout le monde le connaît, mais on voit assez rarement son visage. Ou au moins tout le monde connaît sa compagnie, c'est obligé.
ne savez pas. Et si je vous dis petite souris avec un château géant? Monsieur Disney, exact. C'est Monsieur Walt Disney, donc le fondateur de la compagnie Walt Disney. Ensuite, quatrième personne, pardon, quelqu'un de connu aussi, Thomas Edison, très grand inventeur de l'ampoule électrique et du phonographe. La personne tout en bas à gauche, Bill Gates, c'est ça, exact, fondateur de Microsoft. Notre personne juste au milieu en bas. Vous portez peut-être ses créations. Donc c'est mademoiselle Vera Wong, c'est c'est une styliste américaine. Et la dernière personne en bas à droite, c'est marqué juste derrière elle. J.K. Rowling, donc c'est ça, c'est notre romancière et scénariste d'Harry Potter, je trouve bien connu. Donc en fait, la question que je me pose, mais vous savez ce que c'est que leur point commun? Leur point commun, en fait, c'est quelque chose de très vaste. Enfin, je dirais que c'est même visible, seulement si vous vous renseignez. Donc en fait, ils ont un parcours semé d'embûches. Ils n'ont pas tous eu une expérience directement. Ils ont connu le succès. Ils ont tous parcouru des moments difficiles dans leur vie. Et en fait, ils n'ont jamais arrêté de croire en leurs rêves. Par exemple, si je prends l'exemple de Monsieur Walt Disney, donc on ne le sait pas forcément, mais c'est quand même quelqu'un qui a été licencié par son journal parce qu'on disait qu'il était en manque d'imagination et que c'était des idées absurdes. Mais au final, quand on regarde où il en est, il a essayé de créer quand même pas mal d'entreprises, mais qui sont vouées un petit peu à l'échec. Mais maintenant, par rapport à sa situation, on peut juste voir qu'en fait, il partage tous ses rêves avec nos enfants actuels et surtout nos adultes, donc nous. Donc, moi, ce que je vous invite en fait à vous renseigner un petit peu sur leur parcours, parce que je trouve que c'est un parcours très intéressant, parce que je l'ai fait du coup. Et vous verrez qu'en fait, ils ont un parcours qui est non linéaire, je dirais, parce que c'est pas forcément un parcours de réussite. Vous verrez qu'ils ont tous eu une vie assez mouvementée, intéressante, voire qu'on pourrait même se représenter au travers d'eux et se dire que même si à la fin notre projet voit le jour, peut-être un jour on pourrait devenir une star. Mais la question est, est-ce que ce ne serait pas un parcours type, au final, de l'entrepreneuriat? Je vais demander maintenant à nos chers amis de la table ronde de bien vouloir nous rejoindre et justement de pouvoir se présenter. Et grâce à eux, on va pouvoir échanger sur le sujet au niveau de l'échec pour mieux rebondir. Merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît, encore une fois, pour les encourager? Génial. J'ai toujours tendance à dire les femmes et les enfants d'abord, parce que je suis quelqu'un de galant, mais du coup, on va commencer par madame ici présente. On commence par la gauche jusqu'à la droite, et pour vous, de la droite jusqu'à la gauche. Oui, bonjour. Alors moi, c'est Karine Delmas, donc je suis en bas de la liste. Donc je suis artisan. Mon entreprise s'appelle DK3DNC. Je fais de l'impression 3D, mais je fais aussi des initiations en langue des signes et des cours, de la traduction pour les sourds. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Juste une petite question comme ça. On fait première présentation succincte là, comme la dame elle vient de faire ou... Ok, ça marche. Alors moi je m'appelle Rudy Blanc, je suis gérant de la société Solid Game Café, basée à Coné dans la galerie du centre commercial Théari. Et donc c'est une salle de jeu arcade et en même temps un café glacier. Bonjour, donc moi c'est Loïc Arismendi, cofondateur du site La Maison du Bambou. Donc c'est un site de e-commerce qui est spécialisé dans tout ce qui est produits réutilisables. L'idée de base, c'est de remplacer les objets en plastique du quotidien par des objets en bambou. Et ensuite, on s'est spécialisé dans tout ce qui est protection hygiénique féminine réutilisable, à savoir des culottes menstruelles, des serviettes hygiéniques, des protège-slips. Voilà, donc j'ai un site en France et plusieurs sites à l'étranger. Voilà, j'ai dupliqué le modèle dans d'autres pays. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Fleur Allais, je suis gérante de CocoFou. C'est une société qu'on a montée avec mon associé Swan Carré par le biais de la formation Pépite. Et on fait des serious games sur mesure pour nos clients. Donc un serious game, c'est un jeu qui a un autre but que le divertissement. Donc ça peut être des jeux de sensibilisation, pour la formation, pour le marketing. Donc ça va vraiment dépendre des demandes qu'on a. Voilà. Merci, bonjour, je suis Pierre Kolb, je suis entrepreneur calédonien depuis pas mal de temps. Je suis là au titre d'une de mes sociétés qui s'appelle L2K Innovation, qui est donc une start-up qui a été incubée, qui est en partenariat avec l'UNC. Mais j'ai d'autres sociétés puisque je suis ingénieur de formation et donc je travaille dans différents domaines techniques et technologiques. Je suis aussi très impliqué dans la vie économique et notamment à la CCINC où je suis élu depuis pas mal de temps. Et également, donc, je suis président de l'association des parrains de l'EGC, qui fait aussi partie des membres fondateurs du pôle Pépite. Voilà. Merci à vous pour cette présentation et surtout pour vos parcours très intéressants. Mais moi, j'ai une petite question. Est-ce que dans vos parcours ou dans votre vie, dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez déjà rencontré ce qu'on peut appeler l'échec? Et comment vous avez fait justement pour rebondir sur quelque chose d'autre que l'échec? Je vais peut-être démarrer parce que j'ai le micro devant moi. Des échecs, oui, on en rencontre plein. Alors, il y a des petits échecs, il y a des plus gros échecs. Le côté échec est intéressant parce qu'il faut mettre des mots sur les choses, mais je pense que pour moi, c'est plutôt des opportunités qui se créent parce que un échec, ça oblige à se remettre en cause. Si vous êtes sportif, on dit qu'on apprend plus des défaites que des victoires. Oui, bien sûr, quand on gagne un match, quel que soit le sport, on a gagné, donc on est content, on dit il faut continuer comme ça, et quelque part on ne se remet pas en cause. Par contre, quand on perd, on se dit pourquoi j'ai perdu, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différemment, et donc ça crée un levier pour progresser. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre dans la vie professionnelle, bien sûr, mais aussi dans la vie tout court. C'est des choses qui ne se passent pas comme vous auriez souhaité au départ. Et il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon toujours pareil, verre plein, verre vide, à moitié plein, à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est de se lamenter en disant je suis nul, je ne suis pas capable, je n'ai pas le diplôme, j'y arriverai jamais, etc. On voit bien que ça n'amène pas à grand-chose. Le verre à moitié plein, c'est de se dire j'ai essayé, j'ai pas réussi, mais il y a quand même des choses positives à retenir. Dans une défaite, par exemple, en sport, il y a des choses positives à retenir. Qu'est-ce que, par contre, qu'il faudrait que je fasse pour que la prochaine fois, ça se passe mieux dans ce domaine-là ou ailleurs? C'est aussi des échecs qui aussi permettent de ce qu'on appelle, par exemple, en innovation, de pivoter. Pivoter, c'est changer son concept. Parce que, à un moment donné, l'idée qu'on a eue n'était peut-être pas l'idée la meilleure par rapport au marché, par exemple, était peut-être trop novatrice des fois. Et à un moment donné, il faut être capable de dire, mon idée, finalement, je vais la faire évoluer, je vais changer ce que je pensais au départ, qui était certainement quelque chose de bien, mais peut-être pas adapté. Et puis, je repars sur autre chose. Moi, à titre personnel, ce qui m'est arrivé comme échec assez significatif, c'est qu'à un moment donné, j'étais salarié, j'étais ingénieur dans des grandes sociétés, notamment j'ai travaillé dans le groupe Eramet. Et puis à un moment donné, donc moi je suis calédonien, donc Eramet m'avait envoyé en métropole pour faire quelques années comme directeur d'usine là-bas. Et puis je devais revenir ici à un moment donné, au bout de quelques années. Et puis pour différentes raisons, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc pour un Calédonien, ce n'était pas évident de rebondir après ça. Donc très rapidement, je me suis dit, je ne peux pas rester à Eramet dans ces conditions-là. Et ça a été un tremplin extraordinaire. Donc je dirais merci à Eramet de ne pas m'avoir permis de rentrer, puisque je suis rentré en achetant une société. Et ça, c'est ce dont je rêvais depuis pas mal de temps. C'était plutôt d'être indépendant et de pouvoir, à un moment donné, voler de mes propres ailes, faire mes choix personnels sans avoir une hiérarchie trop lourde et des gens à qui rendre des comptes de façon trop lourde. Et voilà, et donc ça a été un échec si on le regarde comme ça, parce que dans mon profil de carrière, je devais revenir ici, être dans un poste important à la SLN. Ça ne s'est pas passé et je pense que ça a été une très bonne nouvelle, à condition de rebondir. Il ne faut effectivement pas en faire se figer là-dessus en disant c'est une catastrophe. Et au contraire, moi, ce que j'ai tout de suite vu, c'est la possibilité de réaliser cette ambition, ce rêve,
de devenir chef d'entreprise. Donc voilà un petit exemple, j'en ai plein d'autres, donc je pourrais vous en donner d'autres derrière, mais celle-là était assez important, et donc merci à cet échec, hein, mais j'ai plus envie de dire ce pivotement, parce que c'est quelque chose qui était finalement très porteur pour moi dans mon évolution. D'autres échecs. Pas facile de passer derrière monsieur, mais bon, on va faire en sorte que ça se passe bien. Donc moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais comme vous, j'étais sur les bancs de l'école, hein, j'ai 27 ans, j'ai arrêté les cours à 23 ans, donc en 2019. Donc j'ai une licence et j'ai un master 1 en entrepreneuriat. Et à l'issue de cette première année de master, on avait un cours et on avait pour projet la création d'une entreprise. J'ai pris ce projet à cœur avec un ami. Et on avait pour idée d'importer et de créer notre marque de café glacé vietnamien. Donc pour ça, on a travaillé, on a importé des échantillons de café depuis le Vietnam, on a fait du test Cali, du test Canti avec pas mal de personnes et on a eu des super bons retours. Donc à l'issue de cette année de master, on a décidé avec mon associé actuel et la personne avec qui je montais le projet en 2019 de prendre une année de césure pour lancer réellement cette société. Donc on a décidé de partir au Vietnam pendant 2 mois pour trouver des producteurs de café. Donc on a vraiment voyagé, on est parti dans les tréfonds du Vietnam. C'était une expérience juste géniale. Ensuite on est rentré à Paris, et là il fallait se remettre au travail, développer le bon business model, le bon business plan, réussir à être rentable, sachant qu'en même temps j'étais au chômage, donc je gagnais pas grand-chose comme argent. Donc on a bossé pendant 3 mois de manière intensive sur le business plan, le business model, on a retourné les chiffres et les tableaux, mais on n'a jamais réussi à avoir un business plan rentable. Donc il a fallu se rendre à l'évidence, on a décidé de rendre les armes et de passer à autre chose. Donc ça c'est le premier échec, et donc à cette période-là de ma vie, donc j'étais au chômage, j'avais pas grand-chose à faire. Donc j'ai décidé de me relever le plus vite possible, de faire preuve de résilience et d'essayer de comprendre pourquoi j'avais échoué. Est-ce que c'était le modèle qui n'était pas le bon? Est-ce que c'était mes motivations, au fond, qui n'étaient pas les bonnes envers ce projet? Et en fin de compte, j'ai décidé donc, de lancer la Maison du Bambou par la suite. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pu effacer toutes les barrières que j'avais dans la création de cette première entreprise, de ce premier échec. Parce que les premières barrières que j'avais, c'était que déjà, c'était une entreprise qui demandait énormément d'investissements financiers, beaucoup de capitaux, que je n'avais pas. Secondement, ça demandait un investissement sur le terrain, et c'était un mode de vie, ça ne représentait pas le mode de vie que je voulais avoir. Moi, j'avais toujours rêvé de pouvoir voyager, d'être digital nomade. Et là, en l'occurrence, ça me cantonnait à rester sur Paris, à développer mon entreprise, et je n'avais pas spécialement envie de ça. Et voilà. Donc, j'ai décidé de lancer un site sur un modèle de dropshipping. Donc, pourquoi j'ai choisi ce modèle-là? Parce que c'était un modèle où la prise de risque était assez limitée, où je n'avais pas besoin de prendre de risque au niveau des fonds, donc je pouvais commencer avec rien. Et troisièmement, ça me permettait, en cas de réussite, de pouvoir voyager et gérer mon entreprise d'un peu partout dans le monde. Et donc, en 2019, donc en février 2019, j'ai lancé ça un peu par hasard, et puis ça a plutôt bien fonctionné. Et donc à l'heure actuelle, j'ai ce site-là depuis 2 ans et demi. Ensuite, j'ai développé le modèle, parce que c'est très simple. Ensuite, vous pouvez développer les modèles dans d'autres pays. Et voilà où j'en suis. Ça fait 2 ans et demi, je suis très heureux. Je suis libre, j'ai pas de contraintes, j'ai pas de compte à rendre. Après, c'est pas tout beau tout rose, hein, mais ça reste une aventure juste exceptionnelle. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident de passer derrière. Ils ont déjà mis la barre bien haut, ils ont déjà parlé de pas mal de choses. Moi, je voudrais juste revenir sur quelque chose que Dimitri a dit tout à l'heure, quand il parlait de toutes les personnes qu'on a vues afficher, là, qu'ils avaient un parcours qui n'était pas très linéaire. Et ça revient un peu sur ce que disait Pierre aussi, quand il a parlé de son parcours au sein de la Eramet, et que, pour finir, il est devenu chef d'entreprise. Pour ma part, moi, j'ai comme formation un BTS force de vente. Et honnêtement, j'ai toujours été, depuis très jeune, on va dire, je me suis toujours dit, moi, plus tard, je veux être mon propre patron pour ne pas avoir quelqu'un au-dessus de moi. Ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, des rêves de gosse.
parce que bon, selon les caractères et tout, on a tous des caractères différents. Il y en a qui n'aiment pas trop avoir quelqu'un sur le dos ou quoi, c'était mon cas. Donc je me suis dit, autant que je bosse pour moi-même, comme ça au moins j'aurai la paix. C'est pas si simple que ça. Et donc quand on se lance dans la vie active, faut bien débuter quelque part, parce que c'est pas forcément non plus évident de sortir de l'école avec un quelconque diplôme en poche et de se lancer directement dans l'entrepreneuriat. Vous avez la chance aujourd'hui d'avoir ce dispositif Pépite qui, ma foi, a l'air plutôt bien ficelé et c'est très bien, franchement, d'avoir mis ça en place. Moi, j'ai pas connu ça à mon époque, donc bon, on a fait ce qu'on a pu. Pour en revenir à ce que disait Dimitri sur le côté linéaire, c'est vrai que j'ai un parcours qui est assez atypique parce que j'étais parti dans le génie mécanique au lycée, ce qui m'a sérieusement gonflé. Du coup, je me suis orienté en BTS sur de la force de vente, par le plus grand des hasards, entre guillemets, parce que je remercie un professeur d'automatisme de l'époque qui a su lire en moi et voir que j'avais du potentiel, mais pas pour la mécanique. Donc du coup, il m'a orienté vers autre chose. Et j'avais le choix entre gestion comptabilité, transport logistique et force de vente. Gestion comptabilité, non merci. Transport logistique, j'avoue qu'à l'époque, ça me paraissait assez abstrait. Je ne voyais pas du tout ce que ça voulait dire, en fait, quoi. Donc, force de vente, quand il m'a dit à peu près, voilà, c'est ci, c'est ça, je dis, ouais, ça me correspond bien, c'est plutôt pas mal. Et au final, je me suis éclaté pendant 2 ans en BTS, alors que je me faisais royalement chier, excusez-moi du terme, sur les bancs de l'école pendant toutes mes années de lycée, quoi. Après ça, j'ai passé une partie de ma vie en Australie. Après, j'ai fini en métropole, où j'ai pas mal bourlingué, pas pour les études, mais j'ai voyagé, j'ai fait de l'intérim à droite à gauche, j'ai touché un peu à tout corps de métier. J'ai fait des trucs que jamais j'aurais pensé avoir la chance ou l'opportunité de le faire un jour. Pour finir, rentrer en Nouvelle-Calédonie et me mettre à mon compte en tant que dépanneur informatique à domicile. Donc tout ce qui est ordinateur, dépannage, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels. C'est vrai que dans le Nord, en plus, il y a pas mal de sociétés assez excentrées qui n'ont pas forcément des informaticiens, parce que c'est des petites sociétés, donc ça les arrange d'avoir quelqu'un qui vient, qui se déplace, qui fait le taf sur place, sans pas besoin d'amener le matériel à droite à gauche. Je faisais aussi tout ce qui était réparation, dépannage, déblocage, téléphone portable, console de jeu, enfin bref, tout ce qui touche à l'électronique un petit peu, parce que c'était un peu, on va dire, un peu quelque chose que j'ai toujours apprécié. Et puis un beau jour, j'ai tourné la tête, j'ai regardé dehors, il y avait un beau ciel bleu, du soleil, et puis là je me suis dit, qu'est-ce que tu fous enfermé chez toi toute la journée à te creuser la tête sur des tout petits trucs là, alors que tu pourrais être dehors à profiter de la vie. Et là j'ai fini par retourner à mes premiers amours qui sont les chevaux. Donc j'ai atterri sur une station d'élevage au Cap en tant que stockman et ouvrier agricole. Rien à voir avec ce que j'avais fait avant. Sauf que ouvrier agricole, c'est bien, mais c'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. Donc à un moment donné, il faut se dire que si on veut pouvoir construire quelque part, il va falloir faire autre chose. Donc je suis retourné dans les agences intérim et là on m'a proposé le poste de gestionnaire de centre commercial. Alors bon, encore rien à voir avec ma formation, mais bon, je me suis dit, ça a l'air pas mal comme truc. Au vu du poste, de ce qu'on me dit, ça a l'air de toucher pas mal de secteurs, de domaines différents, donc une belle expérience encore à prendre. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai été gestionnaire du centre commercial de Théhari, où j'ai actuellement mon café glacier, pendant 6 ans. Et au bout de 6 ans, j'avais fait un peu le tour du poste, un peu comme disait Pierre tout à l'heure. Bon, lui, c'était par rapport à un inconvenu, quoi. C'est pas passé vraiment comme ça devait se passer, il devait revenir, il n'est pas revenu. Là, c'est à peu près la même chose, sauf que moi, il n'y avait pas vraiment de déconvenu, c'est juste qu'au bout du chemin, quoi, je suis arrivé au bout de 6 ans, j'ai fait le tour du poste, je m'ennuie, j'ai un peu je ne sais pas si on peut dire un mauvais côté, mais j'ai un peu ce trait de caractère qui fait que dès que je m'ennuie, j'ai envie de passer à autre chose. Donc là, je m'ennuyais, je savais que je n'avais pas de possibilité d'évolution au sein de la société. Donc du coup, je dis, allez, je me lance. Ça faisait pas mal de temps que j'avais dit qu'il manquait un espace de jeu dans cette galerie. Donc j'ai créé une salle de jeu, parce qu'en ce moment, ces dernières années, on a vu le retour en force des jeux rétro. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal. Moi, c'est un peu toute mon enfance, les salles d'arcade, pour ceux qui ont connu le Time Zone et compagnie. Donc j'avais envie de redonner un peu aux jeunes d'aujourd'hui, un peu ceux qui n'ont pas connu tout ça, leur permettre de connaître un peu les salles d'arcade.
Donc j'ai créé une salle de jeu dans la galerie de Théâri avec, avec l'idée de me dire, bon, ben, faut que tout fonctionne tout seul. Comme ça, la salle, elle fonctionne d'elle-même. Et moi, je n'ai pas besoin de rester là en permanence, je peux faire autre chose à côté. Mais voilà, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Donc du coup, ça a été déjà le parcours du combattant pour mettre le projet en place. Alors on en reviendra peut-être après, je ne sais pas, on verra selon ce que Dimitri a prévu, mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté paperasse administrative et tout. Armez-vous de patience parce que ce n'est pas simple. Et une fois que le projet a été lancé, c'est avéré que ça n'a pas marché comme c'était prévu, alors que j'avais eu comme le business plan et tout ça, c'était plutôt cohérent, les retours et tout de la population, c'était très bien aussi. Seulement, une fois que le projet est lancé, on s'aperçoit que c'est pas vraiment ça. Déjà, on s'aperçoit que si on n'est pas là, présent physiquement tout le temps, pourtant c'est juste des machines, il n'y a rien à produire, il n'y a pas de relation humaine ou quoi, mais un truc tout bête, c'est que quand vous avez des gamins qui jouent, si vous n'êtes pas là pour faire la police, c'est vite le Bronx, ils démentent tout, et c'est pas trop bon pour votre portefeuille, quoi. Donc du coup, compliqué. En plus de ça, premier confinement qui arrive, tu viens d'ouvrir une société, tu n'as déjà pas de trésorerie, tu te prends un confinement dans les côtes, ça fait mal. Et là, il a fallu rebondir. Donc là, je me suis dit, ok, erreur, mauvais jugement, ou je ne sais pas, pour une raison X ou Y, ça ne fonctionne pas, il va falloir faire autre chose. J'ai rajouté l'espace café glacier. Pareil, c'était quelque chose qui manquait dans cette galerie. Donc du coup, j'ai rajouté l'espace café glacier. Et là, pour relancer la machine, monter tout doucement, pouvoir, on va dire, s'en sortir, entre guillemets, parce que c'était compliqué. Et bon, après, il y a eu encore d'autres péripéties, mais on en reviendra peut-être après. Je vais laisser la parole à... Je ne sais plus comment tu t'appelles, mais... Alors moi aussi, j'ai un parcours un peu comme toi. Moi, j'ai fait un bac MSMA. Alors, un bac MSMA, c'est un bac maintenance système mécanique automatisé. Voilà. Donc, il n'y a rien à voir avec l'impression 3D. Sachant que ça m'a quand même donné des bases par rapport au dessin industriel. Mais après, je suis passée dans le secrétariat, dans une grosse boîte en métropole, EDF, voilà. J'ai lâché tout ça, parce que la mentalité, je suis un peu comme toi, la mentalité d'avoir quelqu'un au-dessus de soi et qui, entre parenthèses, sont moins cool. Donc du coup, voilà, j'ai lâché l'affaire. Et on est arrivé ici avec ma petite famille en Calédonie. Et puis là, on avait déjà une imprimante à la maison, une imprimante 3D. Et on a eu des demandes. Pourtant, je n'avais pas de patente encore à l'heure actuelle. Moi, à ce moment-là, je n'avais pas encore ma patente. Donc, j'ai ouvert une patente. Et du coup, on a commencé avec des chiffrages de vieilles voitures de collection. Et on a eu, comme je vous disais tout à l'heure, je fais aussi des initiations en langue des signes. Parce que je suis coda à l'origine. Donc coda, ça veut dire que je suis issue d'une famille de sourds. Et on a une fille qui est sourde. Donc, on a inventé un jeu en langue des signes, comme un peu le Scrabble, mais en langue des signes. Donc, au début, on s'est dit, ça va servir juste pour le collège où est notre fille. Et derrière, on a été à l'IRD. Franchement, j'y suis allée avec mon truc, avec ma petite boîte, j'ai fait, je ne sais pas où ça va aller, je ne sais pas l'intérêt que ça va donner. Et en fin de compte, ça a pris une proportion impressionnante, puisque le jeu n'existe nulle part. Donc on pourra plus tard aussi exporter dans d'autres pays, dans d'autres langues des signes, puisqu'il n'y a pas qu'une langue des signes, malheureusement. Donc voilà, et moi j'ai pris ma patente juste avant le premier Covid. Donc, dit Covid, dit moins de travail. Donc après, je me suis regroupée avec un groupe d'artisans pour faire des visières à ce moment-là. Deuxième Covid, la même chose, sachant qu'entre les deux Covid, il faut quand même commander la matière première.
La matière première, c'est du plastique, mais c'est soit la Chine, soit la France. Pour le faire venir, c'est compliqué. Donc le jeu, on a continué à le développer à ce moment-là. Donc au début, on a notre prototype. Le premier prototype, il a été fait en fil. Et après, on s'est rendu compte qu'en résine, ce serait plus joli, plus agréable au toucher, au niveau même du jeu, il est plus facile. Donc on a investi dans des imprimantes résine. C'est pareil, c'est pas donné. Donc voilà, on a eu de la chance d'avoir des partenaires qui nous ont bien aidés. Donc on a pu commander une machine résine. Maintenant, à l'heure actuelle, on en a 2. Mais c'est pareil, matière première, c'est la Chine, parce que c'est là où c'est le moins cher, malheureusement. Mais il y a le temps d'importation, le temps d'importation, le temps de le récupérer, de la douane. Il y a tout ça, tous les frais. Et comme je partais entre parenthèses avec rien. Et donc le jeu, à l'heure actuelle, il est un petit peu en stand-by. Mais on a encore il n'y a pas longtemps, on a eu des demandes en France pour compléter une formation pour l'apprentissage de langue. Et derrière, à l'heure actuelle, on a le Covid, oui, encore. Et on continue à faire des accessoires par rapport au masque pour soulager les personnes, un maximum de personnes. Et voilà. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on est vraiment... Donc, je suis passée d'un truc technique, j'ai fait du secrétariat, à l'impression 3D. Donc voilà. Du coup, moi aussi, je me suis retrouvée dans pas mal de choses que Rudy a dites. J'ai eu mon bac à 16 ans. J'ai eu mon bac avec mention très bien. Et à partir de là, dans ma famille, j'ai eu beaucoup de pression de mes proches parce que j'avais des facilités à l'école. Et tout de suite, tout le monde a commencé à se dire que j'allais faire des super grandes études et tout ça. Et au final, je suis rentrée en licence de biologie-chimie ici à l'UNC. Et ça m'a pas plu du tout. Et en tout cas, le système universitaire, vraiment d'études à la fac en amphi, ça m'a pas du tout convenu. Et j'étais vraiment en échec scolaire à fond. Et j'ai mis 5 ans à avoir ma licence, mais c'était vraiment... Je pense qu'à la fin, ils me l'ont donné un petit peu parce qu'ils en avaient marre de me voir. Et c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, l'échec, c'est vraiment un problème de confiance en soi et de remise en question, parce qu'à aucun moment, à ce moment-là, j'ai remis en question le fait que c'était un système qui n'était peut-être pas fait pour moi, ou que c'était tout simplement quelque chose que je n'aimais pas. Je me suis juste dit que j'étais trop nulle pour aller à la fac, pour faire des études. Et après ça, j'ai décidé de prendre 1 an ou 2 pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Et j'ai été salariée dans plein de domaines différents, notamment pendant presque 1 an en animalerie. Et là encore, c'était quelque chose qui me plaisait avant de le faire. Et une fois que j'y étais, c'était horrible. En fait, j'ai vraiment eu l'impression de ne pas être à la hauteur du travail, alors qu'en soi, travailler en animalerie, c'est pas non plus quelque chose de très exigeant, on va dire, ou très difficile intellectuellement, on va dire. Et c'est vrai que dans toutes mes expériences salariées, j'ai vécu ça. En fait, je me suis sentie pas à la hauteur et c'était vraiment compliqué. Et bref, après ça, j'ai entendu parler du DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'Internet, qui est à l'IUT ici aussi. Et en fait, ça a été la révélation. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait avant, ça me plaisait pas du tout, et que c'était des choses qui n'étaient pas faites pour moi, mais qu'il y avait des choses faites pour moi. Et du coup, je me suis vraiment éclatée. Et après, j'ai entendu parler de Pépite avec Swan. Donc, on s'est inscrit à Pépite plus par curiosité que parce qu'on avait un réel projet. On a monté un projet quand même de jeux vidéo mobile sur la Calédonie. Et au final, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'on n'y croyait pas assez. Et on a vraiment eu ce côté, comme tu as dit tout à l'heure, Swan, de se sentir pas à la hauteur. Avant même d'avoir essayé, en fait, on sentait qu'on n'y arriverait pas. Et on avait vraiment peur de... Je pense qu'on avait tellement peur d'échouer qu'on n'a pas essayé vraiment à fond ce qu'on voulait faire.
Et du coup, on a hésité à arrêter carrément la formation Pépite. Et au final, on a entendu parler de la gamification. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, utiliser le jeu dans des situations plus sérieuses pour créer de l'engagement en fait, parmi les participants. Et là, c'est pareil, ça a été encore une révélation. On s'est vraiment rendu compte que c'est ce qu'on voulait faire. Et on a eu l'opportunité juste après. Donc en fait, Pépite, on le faisait pendant nos études, pendant le DUT MMI. Et à la fin du DUT, on a rencontré 3 personnes qui voulaient s'associer avec nous et nous apporter un financement, nous apprendre à gérer une entreprise et nous rendre les rênes de l'entreprise quelques années plus tard, quoi. Et du coup, on a décidé de le faire. Bon, on se doutait un petit peu avant de le faire que ça risquait de ne pas nous convenir parce qu'on avait beaucoup ce côté vouloir être notre propre patron aussi. Et du coup, on s'est associé avec eux et ça a échoué beaucoup plus vite qu'on l'aurait cru. Je pense qu'au bout de 3 mois, même pas 2 mois, on savait déjà que ça ne le ferait pas du tout. Et ça nous a remis en situation d'échec parce que c'était des personnes qui avaient des mots peut-être assez durs, qui nous disaient qu'on n'était pas fait pour ça, qu'on foutait rien ou des choses comme ça. Et là encore, on s'est beaucoup remis en question. Et au final, on a décidé de les quitter et de se lancer quand même à notre compte. Donc là, Cocofou, on l'a créé en 2019, en novembre 2019. En 2020, on était étudiants encore, on a fait une année de licence professionnelle. Et donc on les a quittés au milieu de l'année de licence professionnelle. Et on ne savait pas trop... disons qu'on a continué parce qu'on avait déjà rencontré des gens qui pouvaient être nos clients, mais on n'y croyait pas forcément beaucoup. Et au final, dès qu'on les a quittés, ça s'est passé super bien. Là, on en vit depuis... Donc on est à plein temps sur la société depuis février, et on en vit très bien depuis juillet. Donc voilà, au final, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment... l'échec, ça permet de mieux rebondir, et au final, avec le recul... je sais que maintenant, il y a plein de choses que j'aurais vécues comme des échecs à l'époque, que je vis plus du tout pareil. Je me remets en question, mais j'essaie de me dire que les choses doivent... Si ça se fait pas, c'est que ça doit pas se faire, et puis ça se fera autrement, et ça sera pas plus mal, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses. Moi, ce que j'aime dans ce genre de partage, c'est que les expériences, en fait, pour nous, les étudiants, c'est un peu notre futur. C'est ce qu'on va sûrement, plus tard, on va sûrement passer par là, peut-être d'une manière différente ou peut-être de la même manière, par rapport à nos choix d'études ou autres, ou même notre choix entrepreneurial. Moi, j'ai encore une question, parce que j'ai pas mal de questions par rapport à l'échec, parce qu'en fait, l'échec, c'est vaste, c'est tellement... Il y a tellement de sujets là-dessus qu'on ne peut pas tout imaginer au final. Et grâce en fait à vos expériences, du coup, je me rends compte que la plupart des échecs sont surmontables. Et j'ai une petite question, c'est est-ce que vous savez s'il y a des outils qui existent justement pour éviter l'échec ou peut-être la connaître à l'avance ? Je ne sais pas s'il y a des outils, je ne crois pas qu'il y en ait qui existent. Hein. C'est tellement, je dirais, une question de circonstances, de personnes qui arrivent à un moment donné dans une situation donnée que ça serait illusoire de prévoir tous les cas de figure, à mon avis. Et même, je pense que ça serait un mauvais outil. Je crois, moi j'ai écouté toutes les présentations qui ont été faites, je trouve qu'il y a un point commun qui se dégage, qui est vraiment intéressant, c'est le fait d'être à un moment donné capable de sortir du cadre, de ne pas rester dans le cadre qu'on s'est fixé, que ses parents sont fixés, que l'école a fixé, que l'université a fixé, et de prendre du recul en disant ça c'est pas pour moi finalement. Et ce qui n'est pas évident parce que je sais pas, on nous apprend qu'il faut être un peu docile, qu'il faut un peu suivre la voie qu'on nous trace et pas forcément chercher trop à faire ce qu'on veut au départ. Et là, tous les exemples, y compris les miens, c'est à un moment donné de se dire non, moi je ne veux pas être finalement dans le cadre qu'on me donne et je cherche le cadre qui me correspond. Et pas forcément le cadre que Loïc a fait, ou Kevin, ou que Fleur. Enfin, chacun doit avoir un peu sa propre réflexion. Et c'est par l'échec, je pense,
C'est par l'échec en disant ben non, ça c'est pas chez moi là, c'est pas. Et puis ça sera peut-être chez quelqu'un d'autre, mais ça je suis pas à l'aise. Et ça, il faut pas l'éviter parce que c'est ça qui nous donne le chemin. Au contraire, hein, et je trouve qu'il y a aussi, moi je voulais un petit peu aussi revenir un petit peu, si on prend du recul sur l'échec, sur la question là qui était tout à l'heure, qui était très intéressante, c'est pourquoi on a peur de l'échec. Je crois que c'est qu'à un moment donné, on nous donne un modèle, en tous les cas moi c'était un peu mon cas, de dire il faut être parfait. Il faut avoir 20 sur 20, il ne faut pas avoir d'échec, il faut avoir quelque chose de linéaire. Et ça, ce modèle, il faut le refuser. On ne doit pas être parfait. C'est triste d'être parfait, c'est ennuyeux d'être parfait, et ce n'est pas la vie, et c'est impossible d'être parfait. Donc l'échec, je dis pas, enfin, par contre, il ne faut pas le rechercher, bien sûr, hein, il faut essayer de l'éviter, prendre les leçons de soi-même, et puis les leçons des autres aussi. C'est-à-dire qu'il faut observer aussi, il n'y a pas que soi, il ne faut pas se regarder trop le nombril, il faut regarder aussi comment font les autres, et puis ce qui marche pas. Mais surtout, à un moment donné, être libre et de se dire, je ne serai pas parfait. Et puis, par exemple, une des méthodes qui existent là, justement, peut-être pour, non pas éviter les échecs, mais se sortir des échecs, c'est en informatique la méthode agile. La méthode agile, elle consiste à dire, on ne va pas tout programmer de A jusqu'à Z pour avoir bon de A jusqu'à Z. Ça, on sait que c'est impossible. Si on fait ça, si vous faites ça dans un business plan, d'avoir le business plan parfait, vous allez faire 20 ans de business plan. Vous n'allez jamais arriver à trouver le business plan parfait. Et faire un business plan, ce n'est pas le but. Donc vous faites votre business plan, il faut qu'il fonctionne à peu près. Et puis, à un moment donné, vous allez le faire bouger. C'est ça la vie. Donc la méthode agile en informatique, c'est on démarre dans une direction. Et puis à un moment donné, on se rend compte que la direction n'était pas tout à fait la bonne. On bifurque. Et ça, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on nous apprend peut-être à l'université ou à l'école. Moi, en tous les cas, de mon temps, c'était comme ça. Il faut la solution parfaite. Si vous n'avez pas 20 sur 20, il faut recommencer jusqu'à ce que vous ayez 20 sur 20. C'est pas ça la vie. La vie, c'est d'avoir, ce que j'expliquais des fois à mes ingénieurs, des fois la meilleure solution, elle est à 15 sur 20. Des fois, elle est à 12 sur 20, des fois, elle est à 8 sur 20, mais il vaut mieux prendre une solution des fois à 8 sur 20 que de dire « j'ai pas 20 sur 20, je fais rien ». Des fois, il faut avancer, même si on sait que c'est pas terrible, mais parce que ça permet d'avancer et je dirais, de trouver sa voie. On l'a vu dans des voyages, dans des expériences professionnelles, c'est comme ça qu'on trouve sa voie. Il ne faut pas les multiplier pour le plaisir de les multiplier, mais c'est difficile de se connaître. Ça, c'est un chemin de vie très, très difficile. Mais donc, toutes les expériences qui vous permettront de mieux vous connaître, même si elles se terminent par des échecs, ce ne sera pas des échecs. Ça vous permettra d'aller de l'avant de façon beaucoup plus construite et beaucoup plus pertinente. Donc ça, c'est une leçon. Enfin, l'outil, c'est justement pas d'éviter l'échec, c'est à un moment donné d'en tenir compte en permanence. Voilà. Oui, et puis on peut avoir, l'application, moi je la connais pas. Par contre, moi en tant qu'artisan, je sais que si j'ai besoin, je vais à la CMA, je pose les questions que j'ai besoin. S'ils ont les réponses, ils vont me les donner. S'ils les ont pas, je sais qu'ils vont m'aider à les chercher. Par rapport au jeu, j'ai l'IRD qui est derrière. On fait un travail en équipe, donc je suis pas toute seule. Et même au niveau de mon impression 3D, si j'ai besoin, j'ai mon conjoint à la maison, on va en discuter ensemble, il y en a au moins un de nous deux qui va trouver une solution. Parce qu'on va travailler en équipe et on va pas... on appelle ça... On va dire qu'il y aura toujours quelqu'un qui va pouvoir soutenir l'autre derrière. Et le fait au niveau de l'échec, il y en a. Malheureusement, on a tous connu dans notre vie, mais derrière, il faut pouvoir rebondir pour pouvoir aller, entre parenthèses, au meilleur. Nos jeux en impression 3D, on les a fait en fil. Ça nous a moyennement plu, mais on a essayé de trouver le meilleur. On résigne. Juste pour compléter ce que disait Pierre, et pour répondre à Dimitri, personnellement, je connaissais même pas la méthode agile. Après, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être très intéressant au niveau de l'échec, c'est peut-être pas de faire en sorte d'éviter l'échec, comme disait Pierre, parce que de toute manière, il est quelque part, il est inévitable. Forcément, on va être confronté à un échec tôt ou tard.
mais c'est surtout d'être préparé à l'échec et de savoir comment l'appréhender. Et ça, je pense que ça passe par une bonne préparation mentale, d'avoir le mental d'avoir confiance en vous, confiance en vos capacités, en vos compétences, peut-être aussi, d'avoir confiance en ce que vous êtes capable de faire. Il y aura toujours des moments de doute, il y aura toujours des scénarios, des situations qui vont vous faire douter, voire même des personnes qui vont vous faire douter, qui vont vous décourager. Ça, j'ai envie de dire que c'est pire que tout. Laissez ça de côté. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Et il y a peut-être quelque chose, alors c'est peut-être pas un outil, mais il y a peut-être des gens qui peuvent venir en aide là-dessus. C'est tout ce qui est justement coach, on va dire, je sais pas comment ça s'appelle exactement, coach, les gens qui prennent un peu pour vous booster quoi, au niveau mental et tout. Je sais pas comment. Ouais, voilà, coach développement personnel. C'est un peu peut-être un outil qui permettrait justement de mieux appréhender les échecs à venir et de permettre de bien rebondir justement dessus pour pouvoir en tirer, comme disait Pierre tout à l'heure, il y a toujours l'image du verre à moitié plein, à moitié vide. Moi, d'aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis gosse, j'ai toujours vu le verre à moitié plein. Je suis un éternel positif dans l'âme, mais même quand ça va pas, c'est pas grave, il faut regarder le bon côté des choses. Et puis, il y a toujours quelque chose de positif à tirer d'une situation, même quand on a l'impression que tout va de travers. Et puis, quand c'est pas le cas, c'est pas grave, on garde la banane et on continue à avancer. Je vais juste rajouter une chose. Nous, ce qu'on n'a pas eu, c'est par rapport aux pépites. Et vous avez de la chance de l'avoir. Donc, ça veut dire que vous avez des personnes qui sont là pour vous donner des conseils. Et ça, c'est très important. C'est ce que nous, moi, à l'heure actuelle, c'est ce que, moi, si j'ai besoin d'un conseil, je vais à la CMA, je vais poser ma question. Donc, vous avez cette chance de voir ces personnes autour de vous qui, justement, vont vous aider à aller jusqu'au bout. J'ai une question pour vous. Quand vous avez tous été un peu confrontés justement au manque de doute ou de bifurcation, qu'est-ce qui vous a donné justement, qu'est-ce qui vous dit justement là, c'est pas bon, qu'est-ce qui a été le déclic, est-ce que c'est une rencontre, est-ce que c'est quelque chose qui vous a donné la force de rebondir ou de dire par exemple peur, de dire stop, je ne continue pas avec ces personnes qui finalement sont pas. De dire je vais quand même lancer mon projet mais tout seul ou autrement, est-ce que c'est le réseau, est-ce que c'est vraiment vous de trouver quelque chose ou c'est des expériences peut-être que vous avez su saisir une autre opportunité ou partir sur un autre chemin. Là, comme ça, je ne saurais pas trop dire. C'est vraiment, on était dans une situation qui était vraiment toxique pour nous. On le vivait très très mal au quotidien. Et si, le déclic, en fait, c'est qu'à un moment, ces associés nous ont demandé de faire un choix, en gros, entre continuer les études et arrêter la boîte, et continuer, et du coup arrêter avec eux, ou continuer avec eux mais arrêter les études. Et en fait, on leur a dit non, nous on a envie de continuer les études et de continuer la boîte aussi, donc si ça vous convient pas, tant pis. Mais je pense, c'est vrai que Pépite nous a vraiment beaucoup accompagnés, que ce soit Juliette, nous on a commencé avec la première promotion, donc avec Juliette, et l'année d'après aussi Catherine Riss qui était directrice Pépite nous a vraiment beaucoup accompagnés là-dessus. On a eu nos tuteurs, que ce soit professionnels ou académiques, qui étaient toujours là, et c'était vraiment un cadre qui nous permettait d'oser faire des choses qu'on n'aurait pas osé faire sans ça, quoi. Donc,
Ouais, c'est vrai que ça m'a fait penser aussi que il y a beaucoup de moments où, comme je disais, je me sentais en échec et je me suis rendu compte que je me donnais pas du tout à fond. Il y a des moments en fait où j'arrive pas du tout à travailler et je me remettais en question en me disant qu'il fallait juste que je me bouge un peu. Et on était arrivé un peu dans une période où on était comme ça avec les associés. Et en fait, c'était un peu en parler autour de nous, ça nous a permis de nous rendre compte que c'est pas c'est pas nous qui ne sommes pas des bosseurs. En fait, c'est que la situation était tellement oppressante qu'on n'y arrivait pas. Et on a pu le mettre en parallèle avec des moments où justement on se sentait bien dans nos vies et on n'a aucun problème à bosser toute la journée et à ne pas compter nos heures. Et là, on était dans un cadre où vraiment chaque minute, on se disait quand est-ce qu'on peut rentrer, quoi, parce qu'on était trop mal. Donc c'était un peu prendre conscience de tout ça aussi. Est-ce que vous avez des questions aussi au sein de la salle, hein? N'oubliez pas, vous pouvez aussi participer et échanger avec nous. Oui. Je pense qu'un échec, un abandon, c'est quand tu sais que ton projet ne va pas avancer. Moi, l'échec, l'abandon de mon projet, par exemple, de mon jeu en langue des signes, il n'est pas abandonné. Là, j'ai des obstacles qu'il va falloir qu'on arrive à passer par-dessus. Mais l'abandon, c'est vraiment de dire, on arrête, quoi. On stoppe. Après, ça reste, c'est assez relatif comme vision des choses, parce que qu'est-ce que c'est qu'un vrai échec? L'abandon du projet, tu pars du principe que de te dire, ok, ça marche pas, j'ai vraiment tout essayé, faut lâcher l'affaire, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Des fois, il faut avoir la lucidité, effectivement, de se dire non, ça marche pas, j'ai essayé comme ça, ça marche toujours pas. On va pas non plus crouler sous les dettes et s'endetter et se mettre mal. Donc il faut à un moment donné dire ok, ça fonctionne pas, on arrête les frais, soit on change, soit on fait autre chose, on passe à autre chose. Mais personnellement, je vois pas ça encore une fois comme un échec, mais c'est plutôt une expérience. Faut toujours voir la chose de manière enrichissante. Même si tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire, tu as quand même emmagasiné pas mal d'expériences, tu as appris des choses qui te permettront peut-être dans un futur projet de faire les choses différemment, ou même si tu ne fais pas un futur projet, peut-être de travailler différemment, d'appréhender la vie de façon différente quand tu vas continuer ton chemin, quoi. Donc l'échec, et c'est ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est pas... Il faut toujours le voir comme quelque chose qui nous permet de nous améliorer et pas comme une fatalité en soi, quoi. C'est pas une fin. Au contraire, je pense que c'est plutôt un nouveau départ à chaque fois. Ouais, je partage complètement la vision de Rudy. Là, c'est vraiment important de ne pas être myope en disant le projet ne marche pas, c'est un échec. Votre vie, c'est pas le projet. Votre vie, c'est votre vie. Elle est bien plus large qu'un projet. Et j'aime bien la phrase de Mandela, là, qui explique un peu ça. Là, Mandela dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit ça marche, mon truc, soit j'apprends. Et c'est exactement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des choses où on va réussir, on va gagner, ça c'est bien, on est content, c'est booster pour la confiance, et il faut bien sûr des succès. Mais l'échec, c'est une manière d'apprendre. Mais par contre, il faut le prendre sous la forme qu'on dit, c'est-à-dire la forme où c'est une leçon. C'est une leçon que la vie vous donne. Et donc, il faut dire merci à la leçon, mais à condition d'en faire une leçon. C'est-à-dire que si on n'est pas d'échec en échec en faisant toujours la même bêtise, ça, c'est pas une leçon. Mais chaque élément, chaque échec est une leçon. Donc, on apprend forcément. Donc, moi, je suis persuadé que c'est comme ça que je vois les choses et je suis persuadé que ça marche, ce genre de choses. C'est pas de la méthode Coué en disant j'ai raté, voilà. Non, c'est une leçon et encore une fois, votre vie se résume pas
à une petite expérience qui est monter une boîte, monter des trucs. C'est pas ça, c'est pas votre vie. Votre vie, elle est... Le vrai échec pour un sportif, par exemple, c'était intéressant aussi, c'est le sportif qui se blesse et qui ne peut plus faire son sport. Ça, c'est sûr que dans ce milieu-là, c'est un échec, mais parce que c'est irrémédiable. Et c'est la fameuse phrase aussi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'échec, c'est effectivement quand on est mort, après, c'est difficile d'avoir des leçons, d'apprendre des leçons. Mais c'est vraiment ça, la vie. Vous avez encore des questions? Oui. C'est clair que oui, quand tu te prends une gamelle, généralement, ça fait pas plaisir. Surtout quand tu es hyper motivé, que tu crois en ton projet, que tu crois en ton idée et que tu fonces tête baissée, façon de parler. Et puis que là, tu te ramasses les dents en avant, tu accuses le coup, quoi. Tu fais, attends, à quel moment je me suis planté? Tu es un peu déconfit ou quoi. Après, j'ai envie de dire, c'est une question déjà de caractère personnel. Tu as des personnes qui vont naturellement surmonter et puis avoir un capital confiance assez important qui va lui permettre de continuer à avancer et de continuer à croire en lui, en ses capacités. Et puis après, tu en as d'autres, comme je disais tout à l'heure, peut-être qui vont avoir besoin d'une aide extérieure, d'un dispositif ou d'une personne tierce pour pouvoir justement se rebooster, quoi. Mais c'est sûr qu'effectivement, ça fait jamais plaisir. Un échec, on ne peut pas dire non plus que je suis content d'avoir échoué, comme ça, ça m'a appris quelque chose. Même si quelque part, on est content d'avoir échoué parce qu'on a acquis de l'expérience, mais on ne saute pas de joie généralement quand on se ramasse, quoi. Après, voilà, ça dépend des personnes, ça va dépendre de l'entourage aussi, je pense, parce que si tu es tout seul, esselé, que tu n'as personne vers qui te tourner pour parler, c'est pas évident. Encore pire si l'entourage ne te soutient pas du tout, qu'il a tendance à t'enfoncer qu'autre chose. Par contre, si effectivement tu es bien entouré, ne serait-ce que par déjà tes proches, vraiment proches, tout proches, quoi, le cocon familial, qui eux te soutiennent et sont là pour te dire c'est pas grave, t'inquiète, la prochaine fois ce sera la bonne ou quoi, forcément ça aide, quoi. Je pense que tu as bien résumé. Oui, et quand on va quand on arrive à aller au bout, parce que c'est-à-dire qu'on surmonte les difficultés, c'est comme une victoire. Après, si il y a des échecs, faut qu'on va peut-être pas les analyser sur le jour même, mais il faut prendre le temps de les analyser pour savoir où est-ce qu'on a échoué. Et les problèmes financiers, je pense qu'on en a tous connus, hein. Et c'est chercher d'autres solutions. Moi, ça a été faire venir mon matériel. C'était super compliqué, quoi. Mais on cherche la solution. Et comme on dit, quand on est bien entouré, c'est bien, c'est mieux. Nous, en l'occurrence, on est deux et je pense que c'est quand même la base, hein. Quand on veut lancer un projet, qu'on veut l'amener jusqu'à son paroxysme, le brainstorming, c'est super important. Donc pouvoir échanger des idées, avoir des points de vue de ton associé, mais aussi des points de vue extérieurs. Donc d'où aussi l'importance d'être entouré.
même lorsqu'on n'est pas en échec. Parce qu'il faut aussi avoir un entourage qui puisse être à l'écoute, qui puisse apporter conseil, apprendre avec des pincettes les conseils, parce que les conseils de l'entourage proche, généralement, il n'est pas très critique. Mais oui, c'est important, c'est très important d'être entouré, voilà, pour faire avancer le projet, pour des fois faire des pivotages stratégiques, hein, comme on peut le voir quand on est en situation d'échec, on ne trouve pas la solution au niveau du business plan, par exemple. L'idée du pivotage stratégique, il ne va peut-être pas venir en interne, il va peut-être venir voilà, de personnes extérieures, etc. Donc oui, c'est super important, à mon avis. Oui, nous aussi on est deux et je suis d'accord, c'est vraiment super d'être à deux parce que dès qu'il y en a un qui va un peu paniquer ou se sentir en échec, il y a l'autre qui est là pour lui remonter le moral en général. Et c'est un soutien que personnellement j'ai pas trop trouvé dans le reste de mon entourage. En même temps, je viens d'une famille de purs fonctionnaires depuis toujours, donc ma mère, je pense qu'elle guette un petit peu le moindre échec, comme on disait, pour me dire allez, laisse tomber ta boîte et viens bosser à la mairie. Mais c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup aidé. Je pense que toute seule, j'aurais pas du tout réussi à le faire, quoi. Moi, du coup, je vais prêcher pour la paroisse de ceux qui sont tout seuls. C'est vrai que je pense qu'ils ont raison sur le fait de dire que, effectivement, quand on est deux ou plus dans un projet, c'est d'autant plus de stimulation, d'énergie et de support, de soutien, déjà qu'on peut se donner entre coéquipiers, entre collègues, quoi. C'est de l'émulation. Après, ça amène aussi forcément des contraintes parce que il faut que tout le monde soit d'accord. Puis on est nombreux, plus forcément les avis vont diverger à un moment ou à un autre. Il faut trouver des terrains d'entente. Ça, c'est le côté pratique quand on est tout seul. Généralement, on arrive toujours à être d'accord avec soi-même. Après, voilà, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Enfin, je ne dirais pas que c'est des mauvais côtés, c'est des avantages et peut-être des inconvénients, mais sans vraiment être des inconvénients, quoi. C'est juste qu'il faut tirer parti de chaque force et faiblesse un peu de chaque situation, quoi. Quand on est tout seul, ce qui est mon cas, par exemple, quand on s'est planté, au moins on n'est pas en train de dire ouais, c'est de ta faute, t'as rien foutu ou quoi. Non, tu t'es planté, c'est ta faute. Tu t'es planté, tu t'es planté. Après, il faut être capable de se remettre en question et du coup de rebondir pour faire autre chose et puis de se dire ok, je vais me retrousser les manches parce que personne ne va le faire à ma place de toute manière, je suis tout seul, il n'y a que moi qui peux le faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que quand on prend des décisions, on doit les assumer. Quand on est à deux, c'est deux décisions et il y a des fois des discussions, à mon avis, qui doivent être longues. Quand tu es tout seul, c'est à toi de décider par toi-même. Et après, tu peux prendre des conseils. Moi, je sais que j'ai mon conjoint à la maison. On en discute beaucoup avant que je prenne vraiment une décision parce que du coup, ça me permet de voir aussi d'autres avis, d'autres contextes. Mais au final, c'est moi qui prends la décision. Ça, sur la question aussi, est-ce qu'il faut faire ses projets tout seul ou plutôt avec d'autres associés ou comment faire, je crois qu'il y a différents intérêts. Moi, personnellement, ce que je ressens, c'est que si on est plusieurs, on est psychologiquement plus solide. Ce que tu disais là, c'est vrai qu'on peut se soutenir plus facilement parce qu'on est dans la même barque quelque part. Donc, il y a cet aspect, je dirais, confiance et psychologique qui est intéressant. Pour l'aspect plus technique, plus l'aspect prise de décision, je crois qu'on n'a pas besoin forcément par contre d'avoir un associé. Là on peut très moi ça m'arrive de discuter de gens qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans un projet, de ce projet-là, et on a des conseils, on a des interactions, et donc c'est pas forcément un modèle d'associé qui est nécessaire pour prendre des bonnes décisions, pour avoir des avis, des conseils. Il y a beaucoup de gens qui sont capables, dans Pépite, c'est ce qui se passe avec les tuteurs, des gens qui sont capables de vous donner des informations, des tuyaux, sans forcément être associés, quoi. Par contre, un associé, c'est sûr que celui, quand il y a des problèmes, il les vit avec vous, donc psychologiquement, c'est aussi important.
Du coup, comme il reste pas beaucoup de temps, on va terminer sur une petite fin. Donc, c'est pas forcément une question, mais imaginez-vous en fait dans une salle de classe. Vous êtes le prof et tout, et j'aimerais qu'en 3 mots ou en un conseil ou une phrase, comment vous ferez pour valoriser l'échec devant vos élèves? Qu'est-ce que vous leur direz? Alors moi, je vais vous résumer ça en une phrase toute simple que je traîne avec moi depuis maintenant pas mal d'années. C'est tout bête, quand on veut, on peut. Et j'ai une autre citation que j'ai en tête depuis aussi pas mal d'années et qui est un proverbe japonais qui dit 7 fois à terre, 8 fois debout. Donc voilà, baissez pas les bras, continuez à avancer, c'est tout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Relevez-vous, relevez-vous, encore et encore. Alors moi aussi, j'ai une phrase un peu mantra que je me traîne tout le temps et que j'essaye d'appliquer au quotidien. C'est If you never try, you never know. Donc il faut toujours essayer. On peut échouer, mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne saura jamais. Voilà. Oui. De toute façon, il faut tomber à un moment donné pour mieux rebondir. Donc, n'hésitez pas. Oui, c'est peut-être si on est dans les citations, une citation d'un conférencier qui était venu d'ailleurs à l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Idriss Aberkan, qui dit que c'est quelque chose comme ça, l'échec est un diplôme. Donc ça serait pas mal le jour où le prof dit l'échec est un diplôme, ça veut dire qu'il se projette au-delà de l'examen. Ça fait partie d'une formation. Voilà. Du coup, moi je vous remercie en tout cas pour cet échange, votre partage. J'espère que ça vous a plu. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on se prenne une grande photo. Malheureusement avec la distanciation, on va se faire ça un petit peu en mode selfie, je pense. On va se mettre tous là, et histoire d'immortaliser en fait ce troisième café sans filtre. Pourquoi? Parce que pour montrer que même dans cet état Covid, on peut quand même réaliser des partages et des échanges intéressants avec divers interlocuteurs. Merci aussi beaucoup à Dimitri, qu'on peut applaudir aussi, parce que c'est pas forcément évident. Merci pour tous ces bons conseils, vos retours d'expérience. Et j'espère que vous en aurez retiré du positif. Voilà, c'est sûr que j'ai souvent des remarques des étudiants pépites qui me disent « Oui, mais j'ose pas faire parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur de mal faire, j'ai peur que ce soit pas la bonne façon. » Mais faites, et tant pis si vous vous plantez, c'est pas grave, on essaiera de trouver un parachute en route, et voilà. Et ça va le faire, et vous n'êtes pas tout seul. Merci.